Pour notre intervenant suivant, nous avons donc un élu local francilien pendant 37 ans. Il a été ancien cadre administratif, documentaliste, journaliste, écrivain, grand voyageur. Il est aussi membre du bureau politique du Parti de la France et spécialiste des questions internationales. Il a également écrit un ouvrage qui parait récemment, L'abécédaire de la décadence. Merci d'accueillir Jean-Claude Rollinat. Merci tout d'abord à notre charmante Madame Loyal qui m'a fait une honnête publicité. Alors, mes chers amis, il me revient aujourd'hui la responsabilité de vous parler de politique extérieure sous les projecteurs d'une chaude actualité. Et puisque nous sommes en mars, un mois tragique pour notre ancienne province méditerranéenne, permettez-moi d'abord d'évoquer brièvement nos relations détestables avec l'Algérie. L'Algérie, il y a 60 ans, et oui, le temps passe vite, j'étais un adolescent électrisé par la cause Algérie française. La France prenait ses clics et ses claques, un abandon honteux, voulu et programmé par celui qui était pourtant le garant de l'unité française, Charles de Gaulle. Oui, mon général, contrairement à un vieillard étoilé qui fit don de sa personne à la France, vous avez fait don de la France à votre personne. Non pas que l'Algérie aurait pu rester française ad vitam aeternam, la démographie s'y opposait. Non, mais cette séparation aurait pu se faire dans la paix, dans l'ordre, dans la coopération, comme cela s'est fait avec les autres pays membres de la communauté française en Afrique. Nous connûmes l'horreur de la trahison, celle des harkis, cela même qu'hypocritement, ce Macron qui va peut-être gagner, mais Zemmour va lui mettre une bonne fessée, vient de flatter, espérant ici ou là glaner quelques suffrages, comme il l'a fait aussi tout honteusement vis-à-vis des pieds noirs récemment qu'il a reçus à l'Élysée. Nous avons quitté l'Algérie et le Sahara, alors même que nos armées avaient gagné la bataille sur le terrain. Oui, mon général, vous avez délibérément écarté la solution de la paix des braves que vous-même pourtant aviez proposée. C'est une tâche indélébile sur notre drapeau et pendant 60 ans, nous avons subi les réclamations, les pleurnicheries, les jérémiades, les accusations et les coups bas d'une clique de généraux aux médailles gagnées dans des bureaux et d'apparatchiks FLN, souvent des vieillards cacochines, dont Bouteflika fut l'emblématique figure. Tous dirigeants incapables d'élargir leur économie, une économie qui repose uniquement sur la rente pétrolière et gazière, richesse découverte, entre parenthèses, par la France. Ils ont été incapables d'assurer le développement de leur peuple ou d'offrir aux touristes les beautés d'un pays magnifique comme le faisaient avant la pandémie et avec talent leurs deux voisins marocains et tunisiens. Bilan de ces années-là, un très trop grand nombre d'Algériens qui ont fui leur pays pour celui d'en face, celui de l'ennemi haï, nous, le nôtre, et qui a pourtant laissé là-bas des équipements qui auraient été si utiles en Corrèze, en Lozère, dans la Creuse ou dans le Gard. Si nous n'avons pas eu d'Algérie française, nous subissons par contre une sorte d'Algérie algérienne. Il n'est que de voir dans nos rues l'espoir de rencontres sportives où ce pays est concerné, ce pavoisement de vert, de blanc et de rouge, frappé de l'étoile et du poisson. Il faut que ça cesse et que ce pays, le nôtre, soit désormais considéré, n'est-ce pas, comme une nation respectée et que l'Algérie, elle, soit considérée comme un pays ordinaire dans ses rapports avec nous, sans favoritisme aucun, sans privilèges, sans avantages, notamment leur fameux regroupement familial. Alors tant que les néo-barbaresques d'Alger n'auront pas fait amende honorable et dit merci à notre patrie qui a laissé tant des siens sur cette terre, les rapports franco-algériens ne sauraient être normalisés.
Ce n'est pas à nous, mes chers amis, de mettre un genou à terre. Hein, Black Lives Matter, certainement pas, ni de faire amende honorable. C'est à eux, aux héritiers du criminel FLN, de le faire. Je voudrais maintenant passer à une autre question, aborder l'essentiel de ce que devrait être une politique défendant les véritables intérêts de la France à l'international. Je veux parler notamment de l'Union européenne. Alors l'Union européenne, vous savez, cette sorte d'URSS sans le goulag, de cette Europe aux frontières soi-disant protégées par l'agence Frontex. En fait, Frontex est une éponge spontex, elle absorbe, mais elle ne refoule pas. Oui, je voudrais également évoquer d'une manière générale les rapports Est-Ouest et avec la Russie en particulier. Vassalisés. Nous sommes vassalisés par notre inféodation au commandement intégré de l'OTAN, par notre suivisme aveugle de la doxa atlantique. Alors, si les États-Unis, évidemment, jouèrent un rôle éminemment positif, irremplaçable, dans l'anéantissement de l'infect pangermanisme et dans le containment de l'impérialisme communiste, ils jouent aujourd'hui un rôle néfaste. Parti d'Afghanistan, la queue entre les jambes, on dirait tout ça pour ça, hein, comme le titre d'un film, ils ne sont pas en mesure de nous donner des leçons. Rappelons-nous la fameuse légende des armes de destruction massive irakiennes. L'affaire ukrainienne, mes chers amis, vous le voyez, vous le savez, est grave, car elle touche un pays qui est en Europe. En plus, il y a objectivement quelque chose qui nous scandalise, qui nous révolte dans cet affrontement tribal, je mets des guillemets, entre deux peuples européens, qui plus est, tous les deux slaves et de surcroît de religion orthodoxe. Oui, il y a hélas comme un air de déjà-vu, comme un parfum malsain, une sorte de remake de Berlin-Est 1953, de Budapest 1956, de Prague 1968, où les blindés soviétiques écrasaient des soulèvements populaires. Mais quand on a dit cela, on n'a pas tout dit. Depuis 2015, il faut savoir que les accords de Minsk, capitale de la Biélorussie, parrainés par la France et l'Allemagne, Hollande et Merkel, qui devaient régler le sort des minorités russophones d'Ukraine, n'ont pas été mis en application. La fédéralisation prévue de ce pays est restée lettre morte, d'où la reconnaissance de la sécession des républiques autoproclamées du Donetsk et de Lugansk par Moscou. Ce qui est inacceptable, c'est l'ampleur et la brutalité de la réaction militaire russe. Poutine est-il tombé dans un piège tendu par les Américains qui excitent Kiev depuis des lustres avec une hypothétique adhésion à l'OTAN, une ligne rouge que ne peut bien sûr pas accepter Moscou. Alors, il ne faudrait pas se laisser entraîner dans une trop longue croisade anti-russe qui serait tout à fait nuisible à nos intérêts nationaux. N'oublions pas, chers amis, qu'il y a 700 filiales d'entreprises françaises qui sont installées là-bas. Il y a 35 grands groupes, notamment dans la grande distribution, et que la France est le premier employeur étranger en Russie, avec pas loin de 200 000 salariés. Alors, appliquer sur le long terme trop de sanctions reviendrait à nous tirer une balle dans le pied, quid de nos exportations et du tourisme. Quant à nos voisins européens, ils sont encore plus otages du gaz que nous, comme l'Allemagne, qui a commis la stupidité de renoncer au nucléaire sous l'influence de Verdun, comme le disait notre excellent ami Pinel. Alors achèteront-ils en guise de substitution du gaz de schiste pour le plus grand bonheur des pétroliers américains, ce qui créera une noria polluante de méthaniers à travers l'Atlantique, ou alors tomberont-ils sous la coupe du Qatar? Oui, dans le dossier ukrainien, un dossier qui objectivement nous fait souffrir, la Russie de Poutine, juridiquement, est l'agresseur. Mais les Américains et leurs alliés portent une énorme responsabilité collective en ayant poussé les Ukrainiens à l'intransigeance, en leur ayant fait miroiter, je ne sais quelle adhésion, je l'ai dit tout à l'heure, à l'Alliance Atlantique. Il suffit de regarder une carte de géographie pour comprendre que la Russie ne peut pas accepter cela. Si le pacte de Varsovie a heureusement été dissous,
l'avancée de l'OTAN vers l'Est a paniqué les Russes. Nous refaisons l'erreur des gouvernements de l'entre-deux-guerres. Nous refaisons l'erreur des gouvernements anglais et français qui précipitèrent Benito Mussolini dans les bras d'Hitler au prétexte que le Duce, n'est-ce pas, n'était pas un démocrate et que son armée avait envahi l'Abyssinie, un pays archaïque d'Afrique orientale. Or, aujourd'hui, le maître du Kremlin se tourne tout naturellement vers qui? Il se tourne vers la Chine. Une Chine qui se frotte les mains et qui, dans la perspective d'une potentielle et redoutable attaque de Taïwan, regarde comment les choses tournent du côté de l'Ukraine. Comment vont être les réactions des Occidentaux? D'autre part, ces mêmes Occidentaux semblent avoir une mémoire défaillante. Mes chers amis, rappelons-nous l'invasion de l'Irak par l'US Army, les bombardements de Belgrade par l'US Air Force, et ceux de la Libye commis par l'aviation française, et aussi quid de l'occupation d'un tiers de Chypre par les Turcs depuis juillet 1974. J'en étais pas loin à ce moment-là. Bien silencieux l'Occident aussi, après l'attaque puis l'occupation d'une grosse partie de l'enclave arménienne du Nagorno-Karabakh, par l'Azerbaïdjan, soutenu par qui? Par la Turquie et par Israël. Avant de condamner l'inacceptable, messieurs les Occidentaux, vous feriez bien aussi de balayer devant vos portes. Alors oui, vos intérêts réels, à nous, Européens, devraient nous guider, nous pousser à nouer des liens de partenariat avec la Russie et de ne pas la jeter complètement dans les bras de l'Empire du Milieu, n'est-ce pas? Celui de M. Xi Jinping, trop content de diviser le monde blanc. N'ayons pas peur d'utiliser le mot. Cette alliance sino-russe qui se dessine est, à long terme, contre nature. Car une Chine surpeuplée lorgnera inévitablement vers une Sibérie quasiment vide d'humains, mais riche en potentialités minérales. Alors, dès que les armes se seront tues, vite, le plus vite possible, espérons-le, nous Français, dans un esprit de réelle politique, comme disaient les Allemands, faisons abstraction de fausses pudeurs, faisons abstraction de ces droits de l'hommiste, tournons-nous à nouveau vers l'ancienne Moscovie. Tout nous commande de travailler, de coopérer, d'échanger nos ressources et nos savoirs avec la patrie de Tolstoï, de Dostoïevski ou de Solzhenitsyn. N'oublions pas que si ce pays a un produit brut qui n'est guère supérieur à celui de l'Italie, il est en revanche une puissance spatiale et militaire majeure. Mais bon, passons sur la Russie, je bavarde, et je m'aperçois que je n'ai pas encore tout à fait épuisé le sujet européen. L'Europe. L'équation apparaît étant compliquée. Pourtant, l'objectif est très simple, même si juridiquement, cela sera effectivement compliqué à réaliser dans les textes. Écoutez, devons-nous rester un pays membre d'une communauté qui restreint notre indépendance d'action, dit le droit à la place de nos instances, pond parfois des normes toutes plus ou moins stupides ou farfelues les unes que les autres, et nous ligote pieds et poings liés dans notre action internationale? Je dis non. Devons-nous obéir à une petite caste oligarchique intitulée Commission européenne? Non. En revanche, rien ne nous empêche d'adhérer à une union à la carte. Je m'explique brièvement. Tout ce que nous pouvons faire en matière de coopération dans tel ou tel domaine avec nos voisins, faisons-le à l'instar de ce qui s'est fait avec l'Europe de l'espace ou avec Airbus Industrie, qui sont objectivement, reconnaissons-le, de très grands succès de coopération internationale. Point n'est besoin d'être à 27 pour faire une Europe de la défense, si chère au sieur Macron. Une Europe autonome qui serait débarrassée de la tutelle otanienne, tout en restant pour certains de ses membres, dans un premier temps, et je les comprends, signataires du pacte atlantique. Je pense à des pays comme la Pologne ou les États baltes, qui ont des raisons historiques, objectivement, de se méfier de la Russie. D'ailleurs, plusieurs pays européens sont neutres et ne sont pas membres de l'OTAN. Ils sont pas plus mal. Et puis, aussi, il peut y avoir des ententes bilatérales, comme avec l'Allemagne, ou notre sœur latine, transalpine. Ceci n'est qu'une esquisse. L'idée générale serait de substituer à la mainmise américaine une alliance politico-militaire européenne autonome, reposant sur les outils nucléaires français et britanniques, si ces derniers acceptaient enfin de ne plus être qu'un misérable porte-avions américain ancré au large des côtes de la Manche. Une alliance qui se axerait, il faut utiliser les mots à la mode,
avec la Fédération de Russie par un traité de coopération, d'amitié, d'entente et de non-agression. Je sais, aujourd'hui, évidemment, au moment où des bombes tombent ici ou là, c'est très, très, très chimérique. Mais le temps fera son œuvre. Nous sommes, grâce à Charles de Gaulle, alors là, reconnaissons-lui en ce domaine une qualité, la qualité de cette ambition, indépendant dans le domaine nucléaire. La Russie, du statut d'ennemi potentiel, doit devenir un partenaire. Nous avons, je l'ai esquissé tout à l'heure, tout à y gagner. Je ne sais pas si vous êtes allés dans ce pays, mais en dehors des grosses métropoles, la Russie, c'est encore un peu le Far West, enfin non, plutôt le Far East. Il manque d'équipements lourds comme d'équipements domestiques que nous pourrions leur vendre. Et eux, en échange, ont des fabuleuses ressources minérales, des ressources énergétiques qui nous sont indispensables, nécessaires. Tout nous commande de nous entendre avec eux. Parce que vous savez, Poutine passera, mais la Russie, elle restera. Donc, ouverture vis-à-vis de ce pays avec vigilance. Un dernier point que je souhaite aborder avant de terminer. Le rayonnement de la France dans le monde, sa position exceptionnelle de deuxième puissance maritime grâce à son outre-mer. Alors longtemps j'ai pensé que nos dom-toms étaient un peu les danseuses de la République et qu'il faudrait un jour larguer les amarres, par souci d'économie, comme les Britanniques l'ont fait, par exemple, avec leurs confettis antillais. Je suis revenu sur cette idée. La France, ce n'est pas la principauté d'Andorre, l'Estonie ou même le Danemark, tout pays d'ailleurs parfaitement honorable, mais c'est un État qui a une longue histoire avec un passé et un présent culturel, surtout un passé d'ailleurs, sans égal ou presque dans le monde, n'en déplaise au sieur Macron. Nous avons étendu notre influence sur tous les continents, et nous y avons encore ici ou là des possessions, même si ce sont parfois aussi des confettis. Mais justement, ces pastilles immergées dans les océans nous assurent la possession de ce second domaine maritime mondial. Alors oui, discutons loyalement du statut politico-administratif des uns et des autres, sans jamais renoncer à la souveraineté française. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, un territoire magnifique où j'ai eu la chance de mettre les pieds, doit demeurer le caillou, comme ils disent, de notre République, quitte à lâcher un peu la bride sur ses institutions. Et puis, il y a l'idée d'une communauté française à ressusciter. Je m'explique. S'il n'y a pas de Commonwealth à la française, c'est qu'il n'y a plus de volonté de puissance. Il faut, à mon sens, recréer une union d'États souverains et d'entités politiques autonomes, ayant le français en partage et des liens historiques indéniables avec nous. Il y a bien dans ce vaisseau de nombreux organismes actuellement qui militent en ce sens, allant de l'Agence de coopération technique jusqu'à l'Alliance française. Mais il faudrait créer une certaine synergie et surtout faire cesser la concurrence entre tous ces organismes. Comment? Ben oui, en évitant les doublons. Pour ce faire, il faudrait mettre sur pied un véritable ministère de la francophonie et des relations avec les communautés ethniques de langue française. Le principe absolu de non-ingérence, non-indifférence ne devrait pas empêcher la France d'être le premier pays à reconnaître, oui, l'indépendance du Québec si demain son peuple le voulait, une fois pour toutes, choisissant la liberté par rapport aux colonisateurs d'Ottawa. Il faut aussi être prêt, en cas d'éclatement de la Belgique, à accueillir le peuple wallon. La France doit encore développer ses canaux de communications extérieures, radio et télévision bien sûr, et surtout s'assurer de leur neutralité politique. La France par nature est le moteur de la francophonie. Elle doit rapprocher des peuples d'expression française que la géographie sépare par une coopération recouvrant tous les domaines possibles compatibles avec le niveau de développement des uns et des autres et de leurs indépendances respectives. Alors, je ne peux pas entrer dans le détail, nous n'en avons pas le temps, mais si le Royaume a réussi le tour de force de conserver son Commonwealth avec des pays au régime politique si différents, et par là même donner l'impression de puissance, ou tout au moins l'illusion, c'est qu'il a imprimé une marque, un style à ses anciens colonisés et protégés. Et disons-le, et redisons-le, s'il n'y a pas d'institutions françaises semblables, c'est qu'il n'y a plus de volonté de grandeur, une volonté de puissance noyée dans le marais européen. Alors, il faut savoir ce que l'on veut,
où notre pays reste une puissance mondiale moyenne, où il disparaît dans le magma bruxellois. 2 minutes pour terminer. L'Afrique. Nous voyons bien notre perte d'influence dans notre ancien précaré africain, où les pays concurrents nous tapent des croupières, comme les Russes en Centrafrique et au Mali, ou les Chinois ailleurs. D'ailleurs, à propos du Mali, mes chers amis, que je m'interdis de qualifier d'État, il était légitime de s'interroger sur le bien fondé de notre présence militaire, alors que la junte de Bamako discute dans notre dos avec les 1001 milices plus ou moins fondamentalistes, en réalité des guerriers ethniques. Des dizaines de jeunes Maliens grouillent dans nos cités, grands gaillards livreurs de pizza, fouteux et autres rappeurs, des branleurs qui pourraient faire peut-être de bons soldats pour défendre leur patrie à notre place. N'oublions pas que 58 des nôtres sont morts là-bas pour défendre un pays qui n'existe encore une fois que sur le papier. Alors je vous le demande. Demain, si nos idées ne sont pas au pouvoir, avec Zemmour, le théâtre opérationnel de notre armée ne sera plus en Afrique, mais il sera dans nos banlieues africanisées. Alors, pour avertir nos compatriotes des dangers qui nous menacent, pour sans répit les sensibiliser, nous devons demeurer d'actifs et vigilants lanceurs d'alerte, même si c'est parfois être seul contre tous, à contre-courant de la doxa dominante. Je vous remercie, chers amis, de votre attention.